Bien, nous allons aborder maintenant la deuxième partie de l'exposé qui va être consacrée à l'état du système de santé quand la Covid est arrivée, ainsi qu'aux mesures prises et leurs effets, et nous allons faire une petite comparaison internationale. D'abord, l'état des lieux. Le système de sécurité sociale dans lequel nous vivons a été mis en place par le CNR avec les ordonnances de 1945 qui ont créé la sécurité sociale. Le CNR était dominé à l'époque par les gaullistes et les communistes qui étaient des partis étatiques. Ce faisant, la sécurité sociale a créé un monopole public pour le système de santé et la protection sociale en général. Elle a donc éliminé le libre choix de l'assureur, elle a éliminé aussi la responsabilité personnelle. Enfin, elle a détruit la prévoyance et elle a déconnecté les recettes et les dépenses. Cette déconnexion des recettes et des dépenses, cette disparition de la responsabilité personnelle, de la prévoyance, ont fait que très tôt, des difficultés sont apparues. Elles sont apparues dès le gouvernement Pinet, puisque c'est son ministre de la Santé Gazier qui a mis en place le premier plan de redressement de la Sécu. Pour réduire les dépenses, eh bien, il a fallu faire des économies. Faire des économies, ça veut dire qu'il a fallu rationner. Rationner, ça se traduit de manière très concrète par ne pas rembourser certaines choses, dérembourser d'autres choses, moins rembourser certains services, ou alors carrément fermer des lits, fermer des structures, comme des petites maternités par exemple, ou fermer des structures psychiatriques ou des psychiatries. Donc cette fermeture a abouti à une pénurie, cette gestion, ce rationnement a abouti à des pénuries, puisque nous avons actuellement ce qu'on appelle des déserts médicaux. Mais les déserts médicaux touchent la campagne, mais ça touche aussi les grandes villes comme Paris, et ça touche certaines spécialités. Il y a des catégories de médecins ou de soignants qui ne sont plus formés en nombre suffisant et qui n'arrivent plus sur le secteur du soin en nombre suffisant. Donc il y a des déserts médicaux. On nous a dit que cette gestion financière, comptable, était une gestion libérale, mais ça ne peut pas être une gestion libérale pour deux raisons. La première raison, c'est que en créant la sécurité sociale, l'État a sorti du marché tout le secteur social, santé, retraite, etc. Donc s'il y a un défaut dans le système, ce n'est pas un défaut lié à son libéralisme, c'est un défaut lié à l'étatisme, puisque c'est l'étatisme qui s'est emparé, c'est l'État qui s'est emparé de la protection sociale. Enfin, la gestion libérale repose sur l'échange de services, ce n'est pas une gestion comptable. Et ces services ont une valeur pour les gens, celui qui le rend et celui qui le reçoit, et cette valeur est subjective. Et seules ces deux personnes-là peuvent apprécier la valeur, et cette valeur se traduit par un prix d'accord entre les deux personnes. Et ce prix est donc une information sur les besoins et sur les moyens. Et l'on se retrouve avec un système comme ça qui s'équilibre, on va dire, assez facilement, puisque les personnes sont libres de choisir et d'affecter leurs ressources au service qu'elles souhaitent. Cette disparition des prix et de la valeur du service a été induite par la création de la sécurité sociale, et les prix ont été remplacés par des coûts. Les coûts sont des marqueurs administratifs ou des marqueurs politiques qui déterminent les secteurs dans lesquels l'État a l'intention d'appuyer et les secteurs dans lesquels il n'a pas l'intention d'appuyer. Ce qui veut dire que la décision est politique, le motif est politique. Le motif n'est pas un service de santé. Quand on compare les dépenses de santé dans le PIB de différents pays, on se rend compte qu'elles sont assez différentes. Depuis les États-Unis qui dépensent 18%, la France, l'Allemagne qui dépensent environ 11%, comme la Suisse qui en dépense presque 12% d'ailleurs, et d'autres pays qui en dépensent moins, la Grèce est un petit peu en dessous de 9%, et les prestations de santé, nous allons le voir, ne sont pas directement corrélées à ces dépenses du PIB. Quand on compare les dépenses du PIB, de santé en pourcentage du PIB, c'est les pays qui ne sont pas des pays européens ou occidentaux. On trouve par exemple l'Inde dépense 3,8% de son PIB en dépenses de santé. Singapour, qui a un excellent système de santé, en dépasse 4,8%. Le Maroc dépense 5,3%, le Vietnam 5,9%, la Corée du Sud 7,6%, ce qui est
moins que nous, et pourtant elle a quand même réussi à avoir de meilleurs résultats en ce qui concerne la gestion de la Covid. Quand on compare les systèmes de santé, pour savoir s'ils sont publics ou privés, il y a des pays qui ont des systèmes extrêmement publics, comme le Royaume-Uni, la France ou le Canada, et des pays qui ont des systèmes de santé moins publics ou mitigés, comme l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, et des pays qui sont très privés, comme le Pays-Bas, la Suisse ou la Corée du Sud. Et quand on regarde la manière dont ces pays ont pris en charge leur épidémies, les épidémies de coronavirus, on se rend compte que le fait que le système soit public ou privé, n'a pas beaucoup, très public, très privé, n'a pas beaucoup influencé la prise en charge, puisque ce sont les gouvernements eux-mêmes qui ont pris la main sur la gestion des services. Quand on compare les technologies mises à disposition des populations et mises à disposition des services de santé, on se rend compte que là aussi, il y a de grandes disparités, puisque les pays développés comme le Japon, l'Europe, les USA, la Corée du Sud ont des systèmes technologiques très performants. En Chine aussi, il y a des systèmes extrêmement performants, parce que c'est un pays immense et on trouve de tout, une grande disparité, mais il y a des systèmes très performants du point de vue technologique. En Inde aussi, il y a des secteurs très performants au point de vue technologique, parce que c'est aussi un immense pays avec de grandes disparités. Mais on se rend compte que les pays qui avaient à leur disposition les meilleurs systèmes technologiques ne sont pas forcément ceux qui ont le mieux réagi face aux épidémies. Nous allons parler aussi un peu de liberté économique. Alors en liberté économique, il faut savoir qu'un individu est économiquement libre quand il peut entièrement disposer de sa propriété et du fruit de son travail. Alors, pour Frédéric Bastiat, la propriété ne se limite pas à la propriété foncière. Frédéric Bastiat a écrit « L'homme est propriétaire de lui-même, par conséquent de ses facultés, par la suite du produit de ses facultés. » Ça veut dire en gros, l'homme est propriétaire du produit de son travail et de lui-même. Ça, il faudra s'en souvenir tout au long de la manière dont on considérera l'épidémie. Dans la liberté économique, la liberté de produire, d'échanger, de distribuer, de consommer des biens et des services, de contracter avec des tiers sans que l'État intervienne de manière intempestive. L'État intervient simplement pour faire respecter les droits naturels et vérifier que personne ne porte atteinte à autrui. Je vous rappelle trois droits naturels tels que Frédéric Bastiat a défini, c'est la liberté, la propriété et la personnalité. Sur la carte qui doit s'afficher à côté de moi, qui est extraite de l'Index of Economic Freedom 2021, vous allez voir qu'il y a des pays qui sont en vert foncé et des pays qui sont en vert clair, qui sont des pays très libres et plutôt libres. Dans les pays en vert foncé, vous avez par exemple l'Australie, la Suisse, vous avez aussi l'Irlande. Dans les pays plutôt libres, vous avez les États-Unis, vous avez l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Et après, vous avez dans une couleur qui est plutôt marron-jaune, des pays qui sont plutôt moyennement libres. Et là, on trouve par exemple la France. Et puis après, vous avez des pays plutôt non libres, voire non libres. Mais quand on compare cette carte, on voit aussi que la relation entre les mesures de coercition sociale et la liberté économique n'est pas évidente. Certains pays étant très libres économiquement, comme l'Australie, ont pris des mesures de coercition sociale relativement sévères, voire très sévères. La France, qui est un pays moins libre économiquement, a aussi pris des mesures de coercition sociale sévères. Quand on regarde l'index de démocratie tel que The Economist a publié, l'index 2020, sur la carte qui doit s'afficher aussi à côté de moi, vous verrez qu'il y a des pays en bleu foncé et bleu clair qui sont des pays plutôt démocratie complète, et vous voyez que la France est plutôt ce qu'on appelle une démocratie défaillante. L'Australie est un pays plutôt libre, pleine démocratie, a quand même pris des mesures de coercition très strictes. D'autres pays en ont pris aussi, indépendamment de leur système démocratique ou de leur système plus démocratique ou moins démocratique. Dans la manière dont le pays est gouverné, démocratique, pas démocratique, n'a pas influencé totalement, n'a pas influencé suffisamment la manière dont la prise en charge des épidémies ont eu lieu.
En effet, maintenant, si on compare la carte des mesures de coercition sociale, on voit de coercition sociale. Là, j'ai pris la carte du premier confinement. Vous voyez qu'il y a des pays qui ont fermé leurs frontières de manière très stricte, qui sont en noir, des pays qui ont qui ont pris des contrôles plus souples des frontières, qui sont en rouge. Vous voyez qu'il y a des pays qui ont des petites pastilles jaunes, qui ont pris des mesures de coercition sociale très sévères, des pays qui ont des pastilles blanches, qui ont pris des mesures de coercition moins sévères, et puis des pays où il n'y a pas de pastilles et où il n'y a pas eu de mesure de coercition sociale de manière significative. Quand on regarde cette carte et les deux cartes que je vous ai passées précédemment, on se rend compte qu'elles ne sont pas superposables. Et quand on se rappelle du pourcentage du PIB affecté à la protection au système de santé, on se rend compte aussi que ces cartes ne sont pas superposables. Si on veut aller un peu plus dans le détail dans les mesures de coercition sociale prises par les différents États, quand on va sur le site de l'UNICEF, on trouve des tableaux qui sont dynamiques et que l'on peut faire varier en déplaçant le curseur. Il y a aussi on peut aussi diviser les coercitions sociales en 13 catégories, et il est possible d'affiner les catégories de population et les âges qui ont été victimes de cette coercition sociale. Par exemple, on peut rechercher les mesures de liberté qui ont porté atteinte à la liberté de circulation à telle date et pour telle catégorie de population et pour telle classe d'âge. C'est un tableau très intéressant que je vous invite à consulter sur le site de l'UNICEF. Quand on regarde la manière dont l'épidémie a circulé en France suite aux mesures de coercition sociale, je vous rappelle que le premier confinement a été décidé le 16 mars. Entre le 28 mars et le 11 mai, l'épidémie, le virus, a pourtant continué à circuler. Quand on regarde la carte qui doit s'afficher elle aussi à côté de moi, vous verrez que l'épidémie, les départements sont marqués de couleur vert foncé pour les premiers départements touchés, puis de couleur le vert de plus en plus clair au fur et à mesure que l'épidémie évolue. On voit que les mesures de coercition sociale du premier confinement n'ont pas vraiment empêché la circulation du virus, puisqu'on retrouve un axe de progression, on va dire atlantique, et un axe de progression, on va dire, plus à l'est. Et ce qui veut dire que l'épidémie du coronavirus a continué à vivre sa vie. Elle a continué à vivre sa vie. Quand on va sur Internet et qu'on tape Covid-19, on retrouve très, très facilement ce type de graphique qui vous donne l'épidémie au fur et à mesure du temps que le temps se déroule, depuis le mois de mars 2020 et avant jusqu'à ces jours-ci. Et on voit très très bien, quand on regarde au début de l'épidémie, le confinement a eu lieu le 16 mars et l'épidémie a poursuivi sa route après comme si de rien n'était. Pour le deuxième confinement, il a été pareil. Le deuxième confinement a eu lieu le 29 octobre et l'épidémie a continué à se développer indépendamment du confinement. Quand on suit l'épidémie au niveau des eaux usées, quand on regarde la quantité de coronavirus que l'on retrouve dans les eaux usées, c'est une diapositive qui doit aussi s'afficher, qui a été réalisée par l'Institut hospitalier universitaire Méditerranée. On retrouve deux courbes, une courbe en jaune-marron, qui est la courbe du coronavirus dans les eaux usées, puis la courbe bleue, qui est la courbe des cas tests positifs retrouvés. On se rend compte là aussi, quand on regarde à quel moment ont eu lieu les différentes mesures de coercition sociale, comme le port du masque dans les lieux clos, le port du masque à l'extérieur, et on se rend compte que ça n'a pas empêché la courbe de diffusion du coronavirus de se poursuivre. Quand on regarde la fermeture des bars et des restaurants, le constat est le même. L'épidémie du coronavirus a continué à suivre son cours, bien que les restaurants et les bars étaient fermés. Quand on regarde le confinement, il faut savoir que le confinement du 29 octobre a eu lieu alors que l'épidémie commençait déjà à décliner. Mais quand le confinement a eu lieu, on retrouve un pic de coronavirus dans les eaux usées, simplement parce que le confinement a rassemblé dans des lieux exigus, a créé une promiscuité avec des personnes qui étaient contaminées et des personnes qui n'étaient pas contaminées. Ça a été le meilleur moyen de créer des micro-foyers et de faire repartir l'infection. Les restrictions sanitaires ont eu des incidences sur le PIB également, puisqu'il y a eu, des mesures de restriction sociale très très sévères ont été prises. Alors quand on va sur le site de la Banque de France et qu'on lit le bulletin numéro 237, on a des informations très très intéressantes.
On lit en particulier que 50% des pertes de PIB de 2020 ont été liées directement à des mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie et à l'adaptation des agents privés à ces mesures. On lit aussi que 5% du poids du tourisme dans le PIB coûte en moyenne 1,4 point de croissance en 2020. En gros, si votre tourisme représente 10% de votre PIB, les mesures de coercition sociale et de fermeture des pays ont entraîné 2,8 points de PIB en moins. Par contre, si vous avez pris des mesures plus ciblées, plus rapides et sélectives, à ce moment-là, vous avez pu épargner 1,5 point de votre PIB. Quand on fait la relation entre le nombre de cas et le choc sur le PIB, toujours sur le site de la Banque de France, son bulletin numéro 237, on constate que la relation qu'il n'y a pas vraiment de relation entre l'intensité de l'épidémie et le choc sur le PIB. L'intensité de l'épidémie explique en petite partie la baisse de l'activité. Par exemple, la France, l'Italie, l'Espagne et la Suède ont eu une prévalence en 2020, fin 2020, autour de 40 cas par millier d'habitants. Par contre, le choc de croissance a été très différent selon ces pays. La Suède a perdu 4,4%, mais n'a pas confiné, tandis que l'Espagne a perdu 12,7%, elle a beaucoup confiné, et la France doit se situer autour de 9% sur le graphique de la Banque de France. Donc le confinement a été extrêmement destructif. D'abord, il y a eu une majoration des cas graves, il y a eu une majoration des angoisses dans la population et l'effet de panique a été important. Il y a des personnes qui ont eu un défaut de soins, soit des personnes qui n'ont pas pu consulter leur médecin puisqu'on avait été encouragé au départ à ne pas fréquenter les cabinets médicaux et à attendre des épisodes de détresse respiratoire pour à ce moment-là appeler le 15, mais c'était trop tard. Il y a eu aussi des défauts de traitement et des retards de dépistage parce que le gouvernement a appliqué le plan blanc. Le plan blanc a consisté à suspendre les activités non urgentes et dans les cliniques privées en particulier, et de façon à réserver des lits et des services pour les personnes atteintes du Covid. Cela dit, ça s'appelle un tri. On a fait un tri en France. Le rationnement des soins, c'est le tri. La médecine de pénurie, c'est le tri. Et le plan blanc, c'est un tri. Donc c'est un facteur de rationnement des soins. Enfin, les pathologies, certaines pathologies ont été induites par les mesures qui ont été prises. Par exemple, on sait que les pathologies liées au coronavirus sont majorées quand on a des facteurs de risque. Et on sait aussi qu'une bonne activité physique, la meilleure alimentation, etc., prévient aussi les facteurs de risque. Malheureusement, pendant le confinement, on a constaté que les prises de poids étaient importantes et que les personnes avaient fait des écarts de régime. On a constaté aussi qu'il y avait une recrudescence des addictions et des conduites addictives, que ce soit l'alcool ou d'autres drogues. Enfin, on a une dévastation de notre système politique, de notre système économique et social. On a une explosion des troubles psychiques et psychiatriques. On a vu des suicides, une majoration des suicides, même chez les jeunes, voire chez les enfants. On en parle maintenant parce que le gouvernement commence à s'y intéresser, mais pendant longtemps, c'était passé par perte et profit. Un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est l'arbitraire dont nous avons été victimes et la perte de nos libertés fondamentales, la perte de nos droits. Beaucoup de personnes pensent qu'on peut sacrifier une partie de la santé, de la liberté, pour avoir la santé. Mais en fait, on se rend compte, comme je l'ai dit au début de la première partie, qu'on perd à la fois la liberté et la santé. Et une fois que la liberté est perdue, que le principe de la liberté a été violé, ce n'est plus qu'une question de curseur. Pour savoir où on se retrouve dans un système de moindre liberté, de petite liberté, ou un système quasiment totalitaire ou carrément totalitaire. Il n'y a plus qu'à déplacer le curseur une fois que le principe de liberté a été violé. Le résultat au point de vue de l'épidémie a été extrêmement variable, bien évidemment. Les pays, si on regarde le nombre de décès par million d'habitants, la France qui est à 1757 décès par million d'habitants, alors ça c'était il y a quelques jours quand j'ai fait les statistiques, nous avons moins de décès qu'aux États-Unis, nous avons moins de décès qu'au Royaume-Uni, nous avons moins de décès qu'au Brésil, mais nous avons plus de décès qu'en Grèce, nous avons plus de décès qu'en Allemagne, plus de décès qu'en Israël, plus de décès qu'au Maroc, plus de décès qu'en Inde, nous avons 336 décès par million d'habitants, plus de décès en Corée du Sud, où il y a 43 décès par million d'habitants. Donc, il faut savoir aussi l'importance de la prise en charge
de la pathologie de la Covid, c'est la manière dont la pathologie est prise en charge, c'est surtout ça qui a déterminé le nombre de décès et les conséquences sur le système économique et social. Alors, quels ont été les pays qui sont les plus résilients? Eh bien, les pays les plus résilients, nous avons vu, ce ne sont pas les pays les plus riches, ce ne sont pas les pays qui consacrent plus d'argent à la protection sociale en pourcentage du PIB, ce ne sont pas non plus les pays qui ont la meilleure technologie. Et enfin, la carte des libertés économiques, politiques et de l'épidémie ne sont pas corrélées. Donc ce ne sont pas les pays les plus libres, ce ne sont pas les pays les plus libres ni économiquement ni politiquement qui ont forcément le mieux géré l'épidémie. En fait, les pays qui ont été les plus résilients et qui ont géré le mieux l'épidémie sont les pays qui ont le plus respecté les droits naturels et la liberté des gens, qui sont, droits naturels, je vous les rappelle, la liberté, la propriété et la personnalité. Et puis ce sont des pays où les hommes politiques, où les politiciens se sont le moins mêlés de médecine et où les médecins ont été libres de travailler, de prescrire, de façon à soigner les gens précocement.